Eh ben, bonjour à tous. On est en direct avec Kitty Lara de Finanzen. Alors, Bonjour à tous. il faut que je vous dise que je connais très très bien Kitty puisque il y a 6 ans de ça, en septembre 2014, on s'était dit qu'on allait peut-être lancer un truc ensemble en France qui s'appelle Finanzen. Et donc, on était tous les deux au début de Finanzen. Et, euh, et on a bossé ensemble pour lancer ce beau générateur de leads. Donc, on a eu le temps de faire connaissance. Et merci d'être là. Et puis peut-être que pour moi et pour tout le monde qui t'écoute, tu peux nous dire quelques mots sur qui es-tu, Kitty? D'où viens-tu? Qu'est-ce que fait Finanzen? Comme Mathieu l'a dit, on a bossé longtemps ensemble. Juste pour vous dire deux, trois mots de moi, je viens du web marketing. J'ai commencé avec de la formation, enfin des leads en formation continue. Et puis en septembre 2014, Finanzen est venu me trouver pour me proposer de faire des leads en finance assurance. Donc on a lancé cette belle aventure en France. Finanzen est une filiale de Finanzen DE en Allemagne, qui était le générateur de leads écrasant en Allemagne. Ça a été racheté par un fonds français. Ils ont lancé le business en France avec Mathieu, moi et Eric, entre autres. Donc Finanzen, c'est 5 pays aujourd'hui: Allemagne, France, UK, Suisse et Pays-Bas. 6 pays. Il y a à peu près 150 salariés, dont 20 en France. Et en France, on est toujours spécialisé en assurance finance. Grosse partie en lead en investissement immobilier. Donc essentiellement loi Pinel, mais aussi SCPI, LMNP et d'autres produits qui peuvent graviter autour. On fait aussi de l'assurance, prévoyance, santé, TNS, du crédit, du rachat de crédit, voilà. Donc on est une vingtaine à Paris et on est là pour parler de lead en investissement immobilier. Ouais, alors peut-être merci pour la presse. Vous dire quelques mots avant de poursuivre sur les questions sur le principe de ces entretiens. Donc on a eu envie de vous aider à répondre à une question qu'on nous pose souvent chez Gridkey, qui est est-ce que vous faites des leads? Comment on fait des leads? Où est-ce qu'on peut avoir des leads? Donc c'est évidemment le nerf de la guerre pour l'activité commerciale pour nombreuses personnes, hein, dans des conseils de gestion de patrimoine ou des mandataires immobiliers, promoteurs immobiliers aussi, bien sûr. Et comme j'ai exercé ce métier pendant un certain nombre d'années, je connais bien certaines personnes clés sur ce marché et j'ai eu envie de vous faire partager leur savoir, leurs trucs, leur expérience et de vous donner aussi la possibilité de leur poser des questions. Donc, vous avez la possibilité de poser des questions à tout moment. On en prendra quelques-unes pour essayer d'y répondre avec Kitty. Et en seconde partie de cet entretien, il y aura aussi David Le Glonec de l'agence Ecomédia qui viendra prendre la suite. Il y a deux autres entretiens, deux autres rendez-vous demain et après-demain à 17h aussi, donc vous pourrez voir la suite si ça vous intéresse. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, on parle de lead en investissement immobilier. Tu en génères combien par mois? Ça coûte combien? Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Alors, j'en génère combien? Ça dépend des mois, mais s'il faut donner une fourchette, entre 8 000 et 15 000. On va faire 7 000 8 000 au mois d'août et 15 000 au moment où, alors, la période est un peu particulière, mais là, c'est la haute saison parce qu'il y a les déclarations d'impôts qui arrivent. Donc, normalement, il y a un peu de presse dessus et les gens s'y intéressent. Et également, septembre, octobre, novembre, c'est des grosses périodes. Donc, ça, c'est les chiffres avant Covid, j'imagine. Ça, c'est les chiffres avant Covid. On a relancé il y a une semaine de l'acquisition pour l'après-Covid et les résultats sont vraiment prometteurs. On a repris comme s'il n'y avait pas eu de Covid, en tout cas en termes de génération de leads. Et les clients, enfin les quelques clients qui ont repris ont des résultats stupéfiants en termes de taux de rendez-vous.
Des choses qu'on ne voyait pas avant. Et donc, tu dis, tu penses que tu vas garder les mêmes niveaux, 8-15 000 leads par mois? Oui. Alors, nous, sur la chaîne, en génération de leads, oui. Après, ça dépendra aussi de la demande client. Mais les gens qui ont su s'adapter et manœuvrer un petit peu pour faire quelques R1 à distance ou en vidéo arrivent à avoir des taux de rendez-vous qui avant étaient des rendez-vous physiques. Maintenant, c'est 50-50 en rendez-vous physio ou physique. Des taux hyper hauts de ce qu'on a vu la semaine dernière. C'est encore tôt, hein, ça vient de reprendre. Ouais. Mais c'est vraiment encourageant. Alors, tu vends tes leads combien? Je les vends mutualisés 40 €. 40 €. Mutualisé, ça veut dire quoi? Mutualisé, ça veut dire que le lead est partagé entre plusieurs acheteurs et en taux de mutualisation, on est à 1,8, c'est-à-dire un lead est vendu en moyenne 1,8 fois. Après, ce qu'il faut se dire, c'est si vous êtes à Lyon, à Bordeaux, vous serez probablement à 2,5 de taux de mutualisation. Et si vous êtes en Bretagne ou dans des zones un peu moins concurrentielles, vous êtes tout seul sur les leads. Ouais, et le taux de max de mutualisation que tu fais, c'est combien? C'est 3. Donc, au maximum, tu vends un lead à 3 personnes en même temps. Oui. Et ça coûte 40 €. Ça coûte 40 € par lead. D'accord. Et quand tu fais du lead en exclusivité aussi ou pas? Je fais du lead en exclusivité, c'est entre 70 et 90 € le lead. Disons que le marché est quand même plutôt mutualisé parce que on est sur du CSP+, qui de toute façon va faire des comparaisons. On n'est pas sur des achats impulsifs ou des produits très connus du grand marché. Donc, il y a des gens qui veulent travailler en exclusif, on le fait, mais le marché étant mutualisé, et voilà. Le prix d'un lead exclusif entre 70 et 90 en fonction de la région. D'accord. Pas toujours facile de servir en exclusivité non plus parce que si on a 500 leads à Lyon, bah, la demande est tellement forte que c'est pas facile de servir les gens en exclu. D'accord. Quand tu donnes tes prix, c'est des prix hors taxe, TTC? Hors taxe. Et hors taxe. Hein. Et c'est quoi la proportion d'exclus ou de mutu que tu vends? 95% de mutu. 95. Ok, donc c'est vraiment le marché, il est sur le mutualisé, le mutualisé. D'accord. Ouais, pardon, vas-y. On a des nouveaux qui font des essais en exclu ou qui veulent essayer les deux, des nouveaux CGP qui rentrent chez nous et qui ont probablement été habitués à l'exclu avant, mais tout le monde finit par aller sur le mutu. C'est un travail des leads en défi, ce qu'on doit pouvoir y arriver en mutualisé. L'exclu, c'est globalement le rendez-vous. Ce que mesurent nos CGP, c'est le coût au rendez-vous. Et en fait, au coût du rendez-vous, le mutualisé va être vraiment plus intéressant. Ouais, donc le coût du rendez-vous, donc ça dépend du taux de transfo sur le lead, combien j'arrive de prendre un rendez-vous, combien il faut de lead pour un rendez-vous. Et on est à quoi? Exactement. On est entre 10 et 20 en mutu et entre 15 et 25 en exclu. Donc ça fait un rendez-vous entre 200 et 400 en exclu, en mutu, et entre 400 et 800 en exclu. Donc tu dis, mon taux de rendez-vous, donc j'achète 10 leads, je vais faire un rendez-vous, c'est ça? J'ai 10%. 10 ou 20%. Tu achètes 10 leads, tu vas faire un ou deux rendez-vous. En fonction de la pression qu'il y a sur la zone, en fonction du niveau de qualification que va avoir un CGP, c'est-à-dire il y en a qui vont prendre des rendez-vous beaucoup plus travaillés en R0, c'est-à-dire et il y en a qui vont se déplacer plus facilement, mais juste avec les infos du lead et essayer de prendre rendez-vous. Donc tout ça, c'est des paramètres. Et puis de la façon dont on travaille le lead chez les CGP, les promoteurs ou les gros CGP qui ont une très bonne organisation vont être au-dessus et les autres un peu moins. Et la région aussi fait qu'on a des disparités au niveau de rendez-vous. Et pour parler un peu de ça, d'ailleurs, donc si tu es en mutualisé, si moi je suis un conseiller en gestion de patrimoine indépendant, je peux me retrouver en face avec des grosses machines, avec des promoteurs qui ont des call centers, des choses comme ça. Oui. Et alors, j'ai une chance de transformer quand même? Oui, parce que les CGP indépendants vont avoir un discours beaucoup plus
patrimonial et plus de produits, en tout cas, pour approcher l'internaute, là où un promoteur, même s'il a la machine de guerre et il peut appeler 10 fois en une semaine, il n'aura qu'un produit à vendre. Donc l'approche CGP est un peu plus généraliste, ce qui fait qu'ils ont plutôt des beaux temps de rendez-vous en face des promoteurs. Tu en as beaucoup des CGP indépendants qui t'achètent des leads? J'en ai 200. D'accord, donc ça doit marcher. C'est des gens qui sont fidèles, ils achètent depuis longtemps? Oui. Okay. Oui, bon, on a très peu de turnover sur notre cœur d'acheteurs. Il y a plein de gens qui essayent et qui arrêtent, hein, soit qui arrivent pas avec les leads, soit ils ont fait un test, ça n'a pas marché. Mais globalement, les gens qui sont installés bougent peu et ils sont assez fidèles. Et alors, c'est quoi le fait que ça va marcher ou pas? C'est quoi la différence? Qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui arrêtent et d'autres qui continuent? Pour les CGP? Ouais. En gros, ce qui va faire qu'ils arrêtent ou pas, c'est s'ils arrivent à vendre ou pas. Donc, tout dépend de l'investissement initial, de quelqu'un qui arrive pour la première fois à travailler avec des leads et qui est habitué à des recommandations ou des personnes qui viennent de réseaux internes. Le lead est beaucoup plus dur. Donc, il faut appeler souvent. On a des lapins, on a des injoignables. Donc, sur les 10 leads qu'on va appeler, il y en aura 8 qu'il va falloir appeler 10 fois pour les jeter parce qu'on peut rien en faire. Et ensuite, voilà, c'est rencontrer des gens qu'on ne connaît pas, qui viennent par Internet. Donc ça, il y en a qui y arrivent et d'autres pas. Et en revanche, ceux qui sont installés sur les leads, qui savent travailler les leads, qui ont la bonne approche et le bon discours, en général, ils restent sur ce modèle-là. Ils n'ont pas envie de s'embêter avec, même s'il y a un peu de réseautage, hein, mais voilà, ils ont leurs 50 leads par mois. Ils savent combien de rendez-vous ils vont prendre. Ils ont des KPI très fiables sur ce qu'ils vont pouvoir vendre à la fin. Ils savent très bien qualifier les leads quand ils arrivent. C'est-à-dire souvent les gens vont arriver pour une réduction d'impôts. Voilà, je paye trop d'impôts, qu'est-ce que j'en fais, ou études patrimoniales, et ils savent les amener vers. Alors on vend avec nos leads à 98% du Pinel. Ouais. Ils peuvent faire de l'upsell, mais on reste sur du Pinel. Et d'ailleurs, tu as des leads sur les produits LMNP par exemple? Peu, mais j'en ai entre 500 et 1000 par mois en LMNP, et j'ai aussi un peu des CPI maintenant. D'accord. Mais on a moins d'appétence de marché, en tout cas sur les CGP, sur ces produits-là. Pour l'instant, les gens restent sur du Pinel. On va parler tout à l'heure des canaux que tu utilises, parce qu'on a pas mal de questions qui couvrent ces sujets-là, donc on va les évoquer. Mais juste pour terminer sur les aspects de transformation et qualité des leads peut-être, est-ce que par exemple tu recommandes plutôt d'avoir une personne dédiée à la prise de rendez-vous, ou vaut mieux que ça soit le conseiller lui-même qui le fasse, même si c'est peut-être pas facile pour tout le monde d'avoir une ressource à part si on travaille tout seul par exemple, mais qu'est-ce que tu en dis? Personne ne va prendre le rendez-vous mieux que le conseiller. C'est-à-dire, il pourra répondre à des questions, instaurer une confiance. On prend un rendez-vous pour soi, donc le conseiller est la meilleure personne pour prendre rendez-vous. Après, il y a une façon de traiter les leads qui est d'abord le temps pour appeler un lead. Quand on le reçoit, le plus vite on l'appelle, mais quand je dis plus vite, c'est dans les 5-6 minutes. L'internaute est frais, il vient d'être préqualifié par notre call center, il s'attend à un appel, 5, 10, 15, 1 heure, 2 heures peut-être, mais si un conseiller se dit, OK, j'achète des leads et mon créneau de la semaine où je les appelle, c'est le jeudi matin, ça va pas marcher. Les gens ont déjà pris rendez-vous, il y a d'autres personnes qui les ont sollicités avant, et même si c'est de l'exclu, je veux dire, moi, en tant qu'internaute, si je fais un lead aujourd'hui, je vais pas attendre jeudi pour qu'on me rappelle. Si on me rappelle pas, j'en refais un ailleurs. Okay. Donc, il y a un vrai sujet à traiter vite les leads. Tu nous dis 2 trucs un peu contradictoires. Tu dis, il vaut mieux que ce soit le conseiller qui rappelle, mais il faut appeler dans 6 minutes. Le conseiller, il passe pas sa vie à appeler les. Donc, il faut avoir. Non, mais tu me demandes qui est la meilleure personne pour prendre un rendez-vous. C'est le conseiller. Si le conseiller peut pas, vaut mieux avoir une ressource qui prend les rendez-vous et à qui on donne un petit vernis sur les questions les plus fréquentes en
matière que le CGP peut avoir, et cette personne prenne le rendez-vous pour le CGP, plutôt que de ne pas appeler et que ce soit quelqu'un de très qualifié qui appelle, mais plusieurs jours après, quoi. Ok. Bon, c'est clairement, enfin, je te questionne un peu là-dessus, mais c'est vrai que il n'y a pas de vérité là-dessus. Hein. C'est la galère pour acheter des leads, c'est comment on les traite, la réactivité versus j'ai autre chose à faire et la qualité des personnes qui vont appeler aussi pour vous, quoi. Donc ça, pas de solution miracle là-dessus. Il faut tester, il faut s'adapter en faisant des tests. Et puis après, on peut aussi se dire, j'achète des leads de tel jour à tel jour, de telle heure à telle heure. Mais c'est une possibilité. Si on veut acheter 10 leads par mois, on peut se bloquer des créneaux et se dire, bon, bah, s'il y a des leads qui tombent à ce moment-là, je les prends. C'est aussi un risque parce que s'il n'y a pas de lead, il n'y a pas de lead. Ouais. Donc, on a bloqué un créneau pour rien. Donc, tu as quand même 10 à 20% de rendez-vous. Ça veut dire que tu as au moins 80% d'échecs, quoi. Ouais. Pourquoi? Comment ça Alors, quand je parle de rendez-vous, c'est sur des leads cibles. Donc, ouais. Il faut se dire que sur une centaine d'internautes qui remplissent un formulaire, il y en aura 20-25 qui vont être dans la cible de ce qu'on appelle la cible Pinel. Alors, c'est quoi la cible Pinel? Plus de 2500 € d'impôts et entre 25 et 55 ans. Ok. Donc, si c'est pas dans la cible, c'est le cœur de cible. Quoi? Tu les vends, les leads qui sont pas dans la cible? Non. D'accord. Tu les jettes. Ça, c'est où je les jette. Et ils te coûtent de l'argent? Oui. Okay. Tous les leads sourcés me coûtent de l'argent. Ça, d'ailleurs, c'est un vrai point important. C'est-à-dire que si vous sourcez vous-même des leads, vous allez avoir, comment tu dis, 25%, c'est ça, de leads? Ouais, de leads cible. 25% de leads cible? 25% de leads cible. Putain. Donc... 75%, mais c'est pas très grave. 15% pour rien. Le prix ou les coûts d'acquisition sont marqués sur ces leads cibles. Donc, en fait, quand je parle même moi, je sais pas combien ça coûte un lead brut, quoi. Ce que je sais, c'est qu'un lead cible coûte tant. D'accord. Mais on jette 75% des internautes. Okay. Et après, ces leads-là passent par un call center qui vérifie et qui n'écrème pas tout, mais qui vérifie la vraie demande et les impôts et l'âge. Donc ça, c'est-à-dire, ça c'est notre call center à Paris qui fait ça. Pourquoi tu fais ça alors que finalement c'est pas le rôle du conseiller qui va appeler? En fait, on est sur des demandes sur Internet. Donc, il se trouve que dans tous les domaines, que c'est pas juste pour Pinel, hein, c'est dans les leads en santé, en rachat de crédit, en crédit immo, tout ce que vous voulez, vous allez avoir des faux numéros. Vous allez avoir des gens qui remplissent un formulaire pour voir ce que c'est, pour voir ce qu'il y a après. Enfin, des curieux, des gens qui sont pas du tout intéressés, des gens qui testent des formulaires, enfin, multiples raisons. Donc ça nous permet de faire une première passe pour. Alors notre rôle n'est pas d'être CGP, donc on les renseigne pas, on vérifie juste les informations déclarées et on vérifie qu'ils sont bien transfusionnistes quand on arrive à les joindre. Et ça nous permet de filtrer les faux numéros, de filtrer les gens qui ont fait ça par erreur. Et donc là, on jette encore 20% des leads. Ok, donc tu en as acheté 75% et après tu les appelles et t'en jettes encore combien? J'en jette encore 20%. Tu vérifies le taux d'endettement ou pas? Non. Non, pourquoi? Parce que déjà c'est pas notre rôle en fait. C'est pas notre rôle de savoir quels sont les montages financiers, comment quelqu'un peut être financé ou pas. Est-ce qu'il peut racheter son crédit IMO et rajouter 100 000 pour un autre? Enfin, on sait pas faire. Nous, on fait vraiment de la mise en relation. Donc quelqu'un qui veut du Pinel, qui est dans les critères et qui est vendu derrière. Tu vérifies s'il est intentionniste. Je vérifie s'il est intentionniste. Ok, d'accord. Et donc, c'est ça que tu vends. Combien tu as dit que ça coûtait? 40 € mutualisé et on va dire 80 en exclu. Ok, d'accord. Donc ça, il y a quand même un taux de perte considérable quoi, hein, sur le volume. Ouais. Tu sais sur quoi? les leads qu'on génère. D'accord. Est-ce qu'on parle un petit peu de la génération alors? Vas-y. C'est quoi tes principaux canaux? Alors, principaux, je vais dire emailing, SIA
C'est et quoi le SIA? partenariat. David va vous en parler tout à l'heure, mais c'est le search sur Google. C'est-à-dire, quelqu'un tape investissement locatif ou défiscalisation, des mots-clés, réduction d'impôts, peu importe, et on fait des liens sponsorisés sur Google pour avoir notre landing page et pour capter les internautes. Okay. Et ensuite, il y a le native et le social. Donc, native, c'est des encarts publicitaires sur les sites médias. Donc, Le Monde, Figaro, MSN, enfin, vous avez tous ces sites qui se rémunèrent par ça. Donc, il y a des petits encarts de 6 pubs en général que vous avez probablement vu. Donc, on apparaît là-dessus. Ça, c'est de native ads. Donc, il y a 4-5 plateformes différentes. Et le social, donc Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. Il y a des différences là-dedans entre les volumes qu'on peut faire, la qualité des leads, le prix, le coût des leads, la génération des leads cibles. Tu peux nous en parler? Oui, alors il y a des différences en termes de qualité. On dit que le SIA c'est une bonne qualité. Enfin, c'était très vrai avant. Ça l'est de moins en moins parce que on prend des gens qui sont moins au début de leur quête, en tout cas. C'est des gens mieux informés qui peuvent lire un peu plus. Mais globalement, ça reste une qualité, une très bonne qualité. Le prix va être très variable, en fait, mais c'est vrai pour tous les canaux en fonction de la pression concurrentielle. Pour essayer, vous allez avoir tous les promoteurs. Il y a des gens comme nous. Il y a des CGP locaux qui font leur pub. Donc, ça peut être... c'est le canal le plus cher. Et on va être Enfin, David vous dira ça mieux que moi, mais on est entre 60 et 100 euros du lead au moins, quoi. Donc oui, si vous faites du régional et vous êtes en Bretagne, ce sera un peu moins cher. Si vous êtes à Lyon, le lead va vous coûter 120, 130 euros. Ouais, parce que là, tu parles de la géolocalisation, c'est un point important. Souvent, les CGP, alors c'était moins vrai ces dernières semaines, mais ont besoin de rencontrer physiquement leurs clients. Et donc, il faut pouvoir avoir des leads où les gens habitent à un certain endroit. Ça, on peut le contrôler sur tous les canaux ou pas? Ça, on peut très difficilement le contrôler en emailing parce que en général, vous donnez votre matériel publicitaire à des emailers et ils n'aiment pas des choses géolocalisées. Ils vont pas prendre une géologue trop petite, mais globalement, c'est du national. Donc, si on fait de l'emailing, on doit être capable de au moins traiter 70-80% du territoire, sinon ça vaut pas le coup. Ensuite, sur les autres plateformes, c'est plus ou moins géolocalisé. Vous avez des plateformes où vous avez une géologue au code postal et puis d'autres au niveau régional, mais voilà, on arrive à maîtriser la géologue. D'accord. Donc, tu disais une bonne qualité a priori sur SIA, mais ça coûte cher sur AdWords. Sur AdWords, et ensuite, plus que les canaux, même si le native et le social vont être globalement sur les mêmes tarifs, ce qui va faire vraiment le prix du lead, qui va de toute façon se situer quelque part entre 55 et une centaine d'euros. Donc ça, tu parles du lead cible, hein? Ça, je parle du lead cible. Donc attends, juste pour bien comprendre, donc tu génères un lead à 55, entre 55 et combien? Et 100 euros. En fait, en moyenne, il va coûter, si on veut parler de moyenne, 65. Ok, 65, donc 70. il vaut mieux que tu arrives à bien le mutualiser à 40 euros, sinon tu perds de l'argent. Bah, si je le génère à 65 et je le vends à 1,8, donc quelque part pas loin de 80 ou 75, je gagne de l'argent. Sinon, si je mutualise mal, oui. D'accord. Et c'est pour ça que je te donne aussi des prix différents sur le prix de sourcing, parce que on va payer un lead très cher dans des zones où il est très demandé, quitte à pas gagner d'argent, et puis sur des zones où il est un peu moins demandé, on va le faire moins cher. Ce qu'on regarde au global, c'est voilà, un coût du lead nous a coûté 65 euros, on l'a vendu 70, bah on est content. Si on l'a vendu 60, on l'est moins. Ok. Tu utilises la vidéo? Oui. Vas-y, comment? Alors, tous les canaux vont plus ou moins aller sur la vidéo à moyen ou court terme, enfin, court ou moyen terme.
parce que le native même le native qui est celui qui est le plus en retard, maintenant fait des gifs ou des photos animées, donc ils vont pas tarder à aller sur la vidéo. Nous, on peut faire du YouTube sur vidéo, et puis Facebook et Instagram poussent vers la vidéo, donc on est obligé d'en faire. Comment on le fait? On produit des vidéos qui sont pas gratuites. Mais vous n'êtes pas obligé de produire des vidéos pour autant. Hein. Les vidéos qui marchent bien, c'est soit des témoignages, soit des experts qui parlent. Il faut que ce soit pro, mais pas trop. Et puis vous pouvez choisir deux façons d'aller vers la vidéo, soit pub très classique, donc vidéo de 15 secondes hyper agressive sur voilà, si vous voulez défiscaliser, venez ici, c'est là que ça se passe, avec une pub classique, ou plutôt un expert qui va vous parler et qui va vous donner envie de le rencontrer ou de faire un lead. Ça marche bien la vidéo pour générer des leads? C'est les prémices, hein, donc ça marche plus, ça marche plus, mais pas encore, mais on voit tous qu'il faut aller vers là. Ouais. Donc toi, tu te dis, l'avenir est à la vidéo, quoi, sur la génération de leads. Oui. Ouais. Peut-être attendre la 5G, mais oui. tout de suite. Ok. Mais ça coûte, en fait, ça dépend pour qui, mais tout le monde, enfin, dans tous les forums, tout le monde recommande de passer à la vidéo. Maintenant, ça coûte très cher à produire, donc enfin, si vous voulez une bonne vidéo, vous allez mettre 3 à 4 000 euros. 3 4 000 euros? Non, mais ouais. tu payes quoi ça, à ce prix-là? T'as un acteur, là. Oui, sauf si tu veux te mettre en scène, toi, en tant que si je me filme avec CGP, avec une caméra, oui. Avec mon téléphone, ça me coûte rien. Hein. Ça te coûte rien, mais tu sais pas si ta vidéo elle sera bonne, tu vas mettre de l'argent dessus, et puis peut-être que tu vas pas faire de lead. Donc, si tu veux commencer à zéro, tu peux. Tu es obligé d'en faire 5, de mettre de l'argent dessus, de voir si elle marche, et si elle marche, tant mieux. Soit tu vas avoir une agence qui a un peu plus l'habitude de faire ça et qui va te produire une vidéo, et là, ça va te coûter 4 000 5 000 euros. Mais t'es jamais sûr que ça marche, mais tu sais au moins que tu as les bonnes pratiques. Ok. Donc, que ce soit en fait la production pure ou le fait de la faire soi-même et de la tester, de toute façon, ça va te coûter dans ces eaux-là. Si tu es très, très prudent et tu fais bien les choses, tu peux t'en sortir à 1000 ou 2000 avec des tests très prudents, mais ça va prendre un petit peu, mais tu vas tester 2 vidéos. D'accord. Donc là, tu parles un petit peu de budget. Est-ce que tu peux nous faire un petit chemin pour générer des leads? Moi, je suis tout seul, je veux générer des leads dans mon coin et sans me faire scalper complètement. Qu'est-ce que je fais et je fais quoi en fait? C'est possible? Toi, tu saurais en faire un petit peu, mais et si on est tout seul, en fait, ça dépend à quel point on connaît le web marketing, à quel point on veut mettre le nez dedans, et si on trouve ça amusant ou pas, mais de toute façon, ça va prendre du temps, que ce soit une personne dédiée ou un CGP qui veut s'y mettre. Ce qu'il faut impérativement, attends, excuse-moi, parce que je parle beaucoup, c'est avoir un site où faire arriver les internautes avec un formulaire. Alors, ça peut pas être un site des années 80, donc il faut le travailler un petit peu, faut avoir un joli site, faut avoir du joli contenu pour donner envie aux internautes de remplir un lead, et puis il faut qu'il soit optimisé pour que ça transforme. C'est-à-dire, tu vas payer sur 100 personnes qui vont venir voir ta page, donc ça, c'est ce que tu vas payer avec ta pub. Tu veux qu'il y ait un maximum de personnes qui remplissent ton formulaire, un maximum ou en tout cas un maximum de gens cibles. C'est quoi le taux de transfo sur mon formulaire pour que je considère que ça marche et en dessous duquel tu dis là, tu es en train de te planter parce que ça ne marchera pas? Eh ben, ça dépend du canal, mais si tu es à 4-5%, tu peux commencer à faire quelque chose, et puis si tu montes à 16-17, d'accord. Donc 5% de transfo. Donc j'ai 100 personnes qui arrivent sur mon site, il y en a 5 qui remplissent un formulaire. Ça va. Si j'arrive à ça, c'est bon. Là, tu peux commencer à travailler. En dessous de ça, ça va être très compliqué. Après, ça va dépendre. C'est une réaction en chaîne, en fait. Donc, si tu dis aux internautes, venez ici, c'est un miracle, et sur ta landing page, ils disent loi Pinel qu'ils ont vu partout, il y a un effet déceptif, donc personne ne va remplir le formulaire. Si tu fais une pub
rencontrer un CGP pour optimiser votre patrimoine et sur la landing, tu expliques qui t'es en CGP et pourquoi tu es la meilleure personne pour les faire rencontrer. Là, tu auras un gros taux de transfo. Après, est-ce que les gens vont cliquer sur ta pub ou les clics vont te coûter très cher? Voilà. Mais il y a un peu de savoir-faire là-dedans. Un équilibre entre tu donnes très très envie en promettant la lune, mais derrière tu risques d'avoir un effet déceptif. Donc les gens vont cliquer, vont arriver sur ta landing, mais après ils vont pas remplir le formulaire. Ou à l'inverse, tu donnes des choses très raisonnables et mesurées, donc les gens cliquent peu, mais par contre quand ils arrivent sur la landing, ils transforment beaucoup en remplissant beaucoup le formulaire. C'est ça le. Oui, c'est ça. Et puis il y a aussi le fait de, même si tu as réussi à les faire. Enfin, le but ultime n'est pas tellement de faire remplir un formulaire, c'est qu'ils prennent rendez-vous avec toi derrière. Donc, il faut pas qu'ils en sachent trop. En fait, il faut comprendre leurs problématiques. Si c'est réduire leurs impôts, il faut leur dire différents dispositifs pour remplir les impôts. Il y a ça, ça, ça. Si vous voulez en savoir plus, enfin, je schématise, hein, mais faites un lead et je vous rappelle, quoi. Donc, Et tu fais, tu recommandes quoi? Alors, c'est quoi les messages qui marchent le mieux? Bah, en période d'impôt, enfin, tout dépend de ce que tu veux, vendre. Si tu es un CGP ou un promoteur, ce ne sera pas exactement les mêmes messages. Si un promoteur ne va pas jouer sur le bilan patrimonial parce qu'ils n'ont rien. Donc, ça va être plutôt la réduction d'impôts de toute façon qui va attirer beaucoup de monde. Donc, les messages, c'est comment réduire les impôts. Voilà. Quels sont les dispositifs fiscaux pour remplir les impôts? On arrive sur la landing. On parle de quelques dispositifs avec sur la landing, oui, sur le site, dans la landing, avec les avantages fiscaux de chaque dispositif. Il faut vendre le dispositif, alors de façon schématique, parce que le temps moyen, c'est 30 secondes sur une landing page. Donc, il faut donner envie, mais pas non plus les tuer, quoi. Et pas trop d'impôts. Et puis ensuite, voilà. Et y avoir Ouais, tu recommandes quoi comme levier? Alors, qu'est-ce qu'on utilise pour faire venir les gens? Je les recommande tous, en fait. Ce qu'il faut se dire, c'est que plus on va acheter sur un levier, plus il va coûter cher. Donc, si vous les avez tous, vous pouvez faire un peu de volume dans tous les leviers et essayer de. Non, mais je veux pas me lancer sur tous les leviers. Je perds mon temps, puis j'ai pas l'expertise pour ça. Google. Et AdWords, toi. Premier levier à faire, c'est AdWords. C'est le plus simple, mais encore une fois, ça dépend qui. Le plus simple à gérer, où il y a le moins besoin de matériel publicitaire, c'est-à-dire vous avez juste besoin d'une landing, mais pas de faire un texte très compliqué ou des images, je dirais AdWords. Après, si vous voulez du volume et payer un peu moins cher, je dirais plutôt Native ou Facebook. Native ou Facebook? Facebook. Facebook, ok. Alors vas-y, je veux créer ma campagne Facebook, il faut que je fasse quoi? Il faut que tu ouvres un compte, tu ailles sur le business manager de Facebook. Non, mais c'est des choses relativement chiantes à faire. C'est quoi? Ça veut dire quoi, c'est chiant? Bah, c'est une plateforme. Alors, quand vous faites du marketing, les plateformes finissent toutes par ressembler, par se ressembler, mais il faut quand même prendre la main sur. Voilà, il faut que tu aies une pub au format Facebook, donc une image. Il faut que tu aies des textes qui donnent envie, donc des textes en haut, en bas, en fonction de si la pub est dans une story sur la colonne de gauche, sur la colonne de droite. Il faut que tout ça rentre bien et que tu définisses des budgets, que tu choisisses ton audience sur est-ce que c'est ce qu'on appelle des lookalikes, donc des gens qui ressemblent, qui sont venus sur ton site. Est-ce que c'est des gens qui aiment les montres Tissot, j'en sais rien. Ou est-ce que c'est à tout le monde? Tu choisis ta géoloc et puis après tu lances ta campagne. Tu mets un budget, tu mets ta carte bleue et tu lances ta campagne. Ok. Et c'est quoi alors pour que j'ai une chance d'avoir des résultats statistiquement pertinents, il faut que je dépense combien? C'est quoi le minimum qu'il faut que je dépense? T'as pas de minimum, tu peux dépenser 5 € par jour si tu veux, et puis Facebook te laisse pas au début dépenser trop si tu te connais pas. Faut que tu mettes 2000 € pour voir si après si t'es à Grenoble et tu veux juste des gens de Grenoble, bah t'es 2000 €, tu vas mettre quand même longtemps à les dépenser, donc parce que l'audience est toute petite, il y a 200 000 personnes, donc il faut que tu passes avant. Enfin, c'est un système d'enchères de pubs qui s'affichent, donc en fonction de ton budget, bah, tu vas passer derrière
de ski derrière nous peut-être, et puis voilà. Et si tu es très agressif, tu mets des grosses enchères, mais au risque de pas transformer, quoi. Donc plutôt, si on veut faire sa propre campagne, plutôt AdWords, ça coûte un peu plus cher. Tu disais 60, ça coûte un peu plus cher. 60 à 100. Mais AdWords, attention, hein, c'est plus simple en termes de matériel publicitaire, ce qu'il y a à créer, c'est-à-dire il ne faut pas forcément acheter une image, etc. Ça reste très technique aussi à faire en pub. Donc, si on est tout seul et on veut faire sa pub, on peut bien sûr le faire, mais il faut faire une landing, faut s'intéresser au marketing, il faut voir les pubs qui se font, et il faut être prêt à perdre un peu d'argent au début pour apprendre à le faire. Mais après, on peut appeler des agences comme des experts si on veut faire du AdWords, appeler une agence AdWords qui le fera pour vous. Et honnêtement, le coût de l'agence va être complètement absorbé au début par les recommandations qu'ils ont et ce qu'ils vont dire, ce qui va ou ce qui va pas dans ce que vous êtes en train de faire. Et idem pour ou si vous voulez travailler avec les leads, appelez des gens comme nous. Mais un CGP de taille moyenne peut le faire lui-même et investir dans ses postes, mais il faut avoir quelqu'un qui fasse du marketing, il faut avoir quelqu'un qui sache faire un graphiste ou un intégrateur qui fasse une landing. Donc en fait, tu dis c'est faisable, mais une personne toute seule, ça va être compliqué, quoi. Il faut vraiment quelqu'un qui passe du temps sur le web marketing. Oui, surtout que en fait, ça vaut vraiment pas le coup de passer des heures, parce que finalement, pour bien le faire, il faut quasiment passer autant de temps pour nous qui faisons ça de façon industrielle, où on génère beaucoup de leads sur plein de canaux, que si on doit le faire pour 3 leads par jour. Je veux dire, les pubs, si elles marchent, elles doivent être aussi bien faites. Donc, ça vaut pas le coup de passer un plein temps quasiment là-dessus pour générer 10 leads, alors qu'on peut on peut les faire ailleurs et les acheter et passer le temps à appeler ces leads ou être meilleur en appel, en prise de rendez-vous et en vente derrière. Donc, tout dépend de la taille du CGP. Après, il y a des CGP très geeks qui le font tout seuls et qui sont très forts. Ouais. Après, il faut être expert sur un des... Il faut être expert ou passionné. D'accord. Donc, toi, tu utilises beaucoup les réseaux sociaux pour sourcer ou pas? Oui, en fait, nous, on part du principe qu'il faut qu'on soit là où il y a les internautes. Donc, si les internautes passent beaucoup de temps sur Facebook, Instagram ou d'autres, ou LinkedIn pendant la journée, il faut qu'on y soit avec nos pubs. Donc, on est plutôt, on va suivre l'internaute, on essaye de le prendre au plus tôt de son projet parce qu'on a remarqué que c'est le plus intéressant pour les CGP. C'est pour ça que je te disais qu'à AdWords, on a quand même des gens avertis, enfin, plus ou moins avertis, mais en tout cas, en taux de transfo, c'est pas forcément meilleur qu'une source qui est vierge de Pinel. Donc, on essaie de les prendre le plus en amont possible et on essaie d'être présent là où ils passent leur temps. Donc, on va être en soirée sur Facebook ou en journée quand les gens sont au bureau en Facebook Desktop. On va être sur le native à des heures de journée où les gens lisent les journaux, donc globalement quand ils sont au bureau. Donc, tu gères en fait ta présence sur les différents leviers en fonction des heures de la journée. Dans l'idéal, oui. Après, des fois, on a tellement besoin de volume qu'on y est tout le temps. Mais, et puis, ça dépend des prix. Parce que... Oui. Les taux de transfo sur, par exemple, ce qui est réseaux sociaux versus AdWords, ça va être quoi de ce qu'on a vu, en tout cas, ces 9 derniers mois, c'est que les réseaux sociaux sont meilleurs. Mais AdWords aussi va dépendre à quel point vous êtes agressif. Je veux dire, si on veut sourcer tous les leads à 150 € sur AdWords, et on est premier sur AdWords, mais ça veut dire qu'il faut aller se battre avec Nexity, avec ces gens-là. Oui, on a des très bons leads AdWords avec des excellents taux de transfo. Si on commence à être 4e, 5e et à sortir de temps en temps, donc au bout de la 3e ou 4e recherche de l'internaute, ça dégrade le taux de transfo. Ok. Si quelqu'un hésite entre des leads et des rendez-vous, acheter des leads ou acheter des rendez-vous, comment il décide? En fonction de sa capacité à prendre des rendez-vous. Personne ne prendra un rendez-vous mieux que le CGP ou la personne qui travaille pour lui.
C'est-à-dire, il sait exactement ce qu'il recherche. Et en fait, le piège dans les rendez-vous, c'est de se déplacer dans des rendez-vous pour rien, comme tu dis, à cause du taux d'endettement ou des choses des petites subtilités que un call center qui va vendre des rendez-vous ne verra pas. C'est pour ça que nous, on le fait pas. Après, si on arrive à acheter des rendez-vous relativement pas chers, et on est content avec ce qu'on a, il faut le faire. Si on est en capacité de prendre des rendez-vous, c'est une partie du travail qui est fait, donc globalement c'est un peu moins cher avec des leads si on le fait bien. Et puis on sait le rendez-vous, on sait à quoi s'attendre, on a déjà une première prise de contact, donc on débarque pas chez quelqu'un sans lui avoir parlé du tout, sans savoir qui vous êtes et sans savoir à quoi s'attendre, quoi. Donc tu dis recevoir son cabinet. Potentiellement taux de transformation meilleur en affaires finales. Oui, parce qu'on maîtrise en fait les CGP chez nous. Ils ont exactement le taux de rendez-vous peut varier, peut aller de 15 à 10 à 20 en fonction des mois, en fonction de la qualité des leads, en fonction de la période. En revanche, ce qui change pas, c'est leur rendez-vous vente. C'est-à-dire ça, c'est très stable. Ils savent ce qu'ils prennent comme rendez-vous, donc ils savent qu'ils transforment en rendez-vous sur 4 ou 1 sur 5, et ça reste très stable. Et ça, c'est que s'ils l'achètent le rendez-vous eux-mêmes, alors que s'ils font le rendez-vous, alors que s'ils l'achètent, en fonction du téléconseiller qui a pris ou pas le rendez-vous, il y aura une variation de taux de transfo du rendez-vous. Tu as combien de téléopérateurs chez toi? J'ai 7 positions, et après, des téléopérateurs, ils changent, parce que, il y en a une quinzaine parce qu'ils font pas des journées pleines. D'accord. Donc, tu as 7 équivalents temps plein, et ils t'appellent quel pourcentage de leads? J'appelle tous les leads. 100% des leads. 100% des leads. Wow. 100% des leads sont appelés. Tous les leads sont pas joints. Ouais, ok. Et quand tu dis, attends, 100%, tu parlais de 8 à 10 000 leads. C'était quoi les 8 à 10 000? C'était des leads cibles, bruts, c'est quoi? 10 000 leads, c'est ce qui sort c'est après le call center. Donc, si on considère qu'ils en jettent 20%, on défie qu'ils en traitent 12 000, 13 000 par mois, par là. D'accord. Donc, ils appellent chaque mois 12 000 leads. Oui. À 7. Oui. Ok, ça carbure. À 7, à 15, mais oui, ça carbure. Ouais. À 7 équivalents temps plein. Ok. Ça marche. Et ils appellent aussi un peu d'autres produits, mais ouais. Super. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser à Kitty avant que on passe la main à David? Ça va être extraordinaire. Ah oui. Chance de l'avoir. David. Il y a une question de Pierre Maltête qui demande, donc il n'y a pas de faux numéro de téléphone ou d'injoignable chez vous quand tu vends des leads? Si, il y a des injoignables. Parce que déjà, nous, quand on les appelle tous, mais on n'arrive pas à les joindre tous. Okay. Donc, en appelant 10 leads, on arrive à en identifier 2 qui sont des hors cibles ou des numéros fantaisistes. Et on en arrive à en joindre 4, je dirais, qui nous disent oui, j'ai bien fait une demande, je veux être mis en relation. Et puis, il y en a 4 qui restent, qu'on n'a pas joint, mais qu'on va quand même mettre en vente. D'accord. Donc, en fait, parce qu'on ne veut pas garder le lead trop longtemps. On a d'autres subtilités, des checks SMS, des choses comme ça qui nous guident un peu sur la qualité. Mais notre but, c'est pas non plus de garder le lead jusqu'à ce qu'on les joint et puis on le remet quand même en vente. Le but du call, c'est vraiment de nettoyer une fois de plus les demandes farfelues des internautes. Et les lignes injoignables que tu vends, les lignes que tu vends que tu n'as pas réussi à joindre, s'ils sont injoignables, on les paye quand même ou pas? Non, on les paye, on les paye, on paye pas les faux numéros. On paye les leads et on annule les faux numéros ou les leads hors cible impôts. Donc si j'arrive pas à le vendre, je le paye. Ouais. Oui, parce que c'est un lead, hein, sinon on vendrait des rendez-vous, quoi. Donc on sait qu'il peut y avoir jusqu'à 10% d'annulation, des fausses demandes, et ça, on l'accepte. Mais voilà, c'est à peu près dans ces eaux-là. Tu te dis, toi, t'en génères 12 000 bruts, c'est ça? Tu penses que tu couvres quelle part du marché? Parce que 12 000, c'est déjà beaucoup. Il y a combien de leads par mois qui sont faits, à ton avis, possible? Après, tu sais très bien qu'il y a lead et lead, quoi. Moi, je vois des call centers qui vendent des rendez-vous générer des leads en offrant des iPhones et ça peut marcher, quoi. Mais donc lead qualifié comme on le fait nous,
Je sais pas, 60, 70, 100 000. 100 000. Donc, chaque mois, il y a 100 000 Non, peut-être personnes. 50 000, mais je pense. 50 000 Français qui sont intéressés, quoi. Et qui sont intéressés au Ouais, point de faire un livre ouais. pour l'investissement immobilier. OK. Ouais. Et ça, tu penses que ça va rester dans post-Covid? Après Covid, tu veux dire? Ouais. Bah, écoute, c'est très surprenant d'avoir autant de leads en ce moment. Ouais. Donc, tant mieux, mais j'en sais rien, j'espère. OK. Bon, J'espère, mais bon, il y a pas. C'est quand même d'un côté, ça reste un investissement relativement sur l'immobilier et on voit que les gens aiment bien se rabattre dès qu'il y a une crise. Alors peut-être pas à ce point-là, mais dès qu'il y a une crise, se remettre sur l'immobilier. Donc la seule chose qu'on a peut-être un peu perdu, mais c'est pas le cas pour Pinel, c'est le cash ou la trésor ou ce qu'il pouvait y avoir en action. Et en général, en Pinel, on fait des investissements sans ou avec très peu d'apport. Donc ça ne devrait pas être trop impacté. OK, toi, en tout cas, tu te dis, ça démarre très fort, quoi. Là. Ouais. Allez-y les gars, faites des leads, prenez des leads. C'est le moment de faire des leads. Écoute, merci. On a bien débordé, mais je vais quand même passer la main à David, si tu veux bien. Kitty, c'était très sympa de Merci à partager toi de manière très transparente tout ça. Allez, à plus. également. Salut. Tu me vires de scène là? Oui, tu as quitté la scène. Donc, on va essayer d'inviter David. Si tu es là, tu peux venir sur scène. Voilà. Magnifique, ça fonctionne. C'est la première fois qu'on utilise ce système. Si ça vous intéresse, c'est Livestorm. C'est assez facile. Même si parfois la qualité de l'image n'est pas géniale, mais bon, on s'entend. C'est déjà ça. Donc David, une autre personne que je connais bien, je commence par des invités faciles. Excusez-moi, je suis un peu feignant. J'invite des gens qui disent facilement oui quand je leur propose. Donc, c'est sympa d'être là, David. On se connaît aussi depuis longtemps. On n'a pas travaillé dans la même entreprise, mais on a travaillé ensemble parce que David est un producteur de leads émérite avec une longue expérience du SIA. Et je te laisse te présenter. Merci Mathieu. Bonjour à tous. Oui, donc je me présente. Donc j'ai fondé l'agence Ecomédia puisque c'est celle que je dirige aujourd'hui il y a à peu près 15 ans et on est spécialisé depuis l'origine beaucoup sur tout ce qui est assurance et finance. Alors pas que évidemment, on fait beaucoup d'autres choses. Mais c'est vrai qu'on a une grosse expertise finance assurance. Mais notre plus grosse expertise, quand même, c'est les leviers d'acquisition en SIA. Donc, pour moi, le SIA, enfin, pour nous, le SIA, c'est effectivement, comme disait Kitty, c'est tout ce qui est Google Ads, donc le réseau de recherche, ce qu'il évoquait beaucoup, mais c'est évidemment pas que ça. Sur Google Ads, c'est un écosystème très, très vaste, dans lequel il y a beaucoup d'autres solutions. Gmail, YouTube Ads, en particulier, dont on va parler, je pense. Et puis, on fait aussi beaucoup de Facebook Ads. Donc, c'est les deux gros sujets qu'on maîtrise très bien. Tout ce qui est Facebook Ads et Instagram. Toi, ça fait combien de temps que tu fais ça? Comment? Ça fait combien de temps que tu fais ça, ce beau métier? Ce beau métier. J'ai créé l'agence il y a 15 ans, c'était en 2005. Et avant, j'ai travaillé dans un cabinet de courtage en assurance au moment en fait, où Google commençait à se lancer. Et c'est chez ce courtier en fait, que j'ai fait mes armes dans la génération de leads. Donc Google et toi, vous êtes lancés en même temps, mais pas sur les mêmes métiers. C'est ça. C'est exactement ça. Ok, donc tu es un pro du SIA depuis 15 ans. Donc tu fais combien de leads à peu près dans l'immobilier par mois? Encore une fois, hein, c'est pas le seul sujet qu'on aborde évidemment, mais si on parle de défiscalisation immobilière, je pense que, enfin, pour un acteur donné qui serait en national, qui pourrait être un promoteur ou un générateur de leads, hein, comme Finanzen par exemple, un comparateur, on peut cibler sur une période, disons, standard, hein, qui n'est pas celle qu'on a actuellement, je dirais à peu près 3000 leads par mois.
Donc là, c'est pas combien toi t'en génères. Tu te dis, si vous êtes un acteur qui voulait générer des leads avec nous et qu'on fait des leads pour vous en national, on peut vous en faire 3000 par mois, Ouais, c'est net. ça? 3000 net, ça veut dire quoi net? 3000 net, c'est-à-dire qu'on passe le scoring Donc, c'est des leads cibles. du lead cible, ouais, c'est ça, ce que disait Kitty. Ouais, donc 2500 euros d'impôt minimum, 20 ans, 50-50, truc comme Voilà, c'est ça? ça. Ok. On est juste la D'accord. brique en dessous de Kitty, c'est-à-dire que Kitty utilise des ressources utilise des personnes. Il a parlé d'AdWords, effectivement, il utilise ça. D'accord, mais si tu peux avoir plusieurs clients et tu peux leur fournir à chacun 3000 leads par mois? Oui. Non, on n'a pas non plus des tonnes de clients sur ces sujets-là. Hein. Ouais. On a quelques clients sur ces sujets-là. Donc on n'a pas non plus des dizaines de clients sur ces sujets-là. Hein. Donc c'est plutôt effectivement. D'accord, mais il y a de la place pour plusieurs. Oui, il y a de la place pour plusieurs. C'est pas, il y a un client qui prend les 3000 leads et après il y a pour répondre à ta question, en fait, il suffit de se reporter, par exemple, sur Google Ads, sur le réseau de recherche, au taux de clic. Généralement, les taux de clic moyens, c'est 2 à 5%. Donc, c'est-à-dire qu'il y a, pour un acteur donné, donc c'est-à-dire qu'il y a quand même 95% des autres clics, des autres internautes qui cliquent sur d'autres annonces. Donc, ils cliquent, ils peuvent ne pas cliquer aussi. Quand tu fais une recherche sur google.fr, en général, tu finis par cliquer quand même. C'est un peu le principe. Mais donc voilà, il y a de la place. Donc, il y a de la place. Un acteur peut faire 3000 leads avec une bonne agence comme la tienne par mois dans la cible. Et ça coûte combien? Là, j'étais un peu, je n'étais pas tout à fait d'accord avec ce que disait Kitty, parce que nous, on est plutôt sur une cible en général. Enfin, après, c'est des attentes qu'on a aussi de la part du client. Mais ce qu'on vise en général, c'est plutôt entre 40 et 60 le lead net. 40 et 60 euros. Ok, lui, il disait plus cher. Il disait plus cher. Mais après, ça va dépendre aussi, il y a pas mal de variables. Donc, ça va dépendre beaucoup aussi du taux de conversion qu'évoquait Kitty, c'est-à-dire du taux de conversion sur le site. C'est-à-dire qu'évidemment, plus ce taux de conversion là est bas, plus le taux d'acquisition sera élevé, et plus les volumes seront bas. Donc c'est vrai que c'est un sujet fondamental, comme Kitty le disait, hein, de maximiser le taux de conversion de manière à tirer le plus profit de tous les clics qui sont générés, parce qu'ils sont chers quand même. Donc voilà, il y a ce genre de paramètres-là qui sont vraiment des sujets de vigilance très importants. Alors lui, il parlait de 5% minimum de taux de conversion. Toi, tu t'attends quoi pour faire tes 40 à 60 euros de lead en termes de conversion sur le formulaire? Alors, ça dépend vraiment. Pardon? Alors, conversion, pour être précis, c'est le taux de conversion dont je parle, c'est le nombre de leads remplis que tu vas avoir par rapport au nombre de visiteurs sur la landing. Donc, on est post-clic de ton annonce. C'est quoi là que tu attends au minimum? Je me souviens plus ce que disait Kitty, donc je peux pas du tout être. Minimum 5%, c'est à peu près cet ordre-là, effectivement. C'est à peu près 5%. Donc 5%, on transforme 5% des visiteurs en leads remplis. Tu te dis, ça marche avec le SIA, je peux te faire des campagnes et ça va te coûter entre 40 et 60 euros le lead net. Sur le réseau de recherche. Après, quand il s'agit de faire d'autres réseaux qui font partie de l'écosystème Google ou Facebook, c'est-à-dire ce que j'évoquais tout à l'heure comme YouTube Ads ou Gmail, où là, c'est quand même plus assimilé à du display. Enfin, c'est pas assimilé à du display, c'est du display. C'est-à-dire que ce n'est plus de la recherche. C'est un affichage sur des sites internet, qu'il s'agisse de vidéos ou de bannières. Là, les taux de clics vont d'abord être beaucoup plus bas. Pardon. Les taux de clics vont être beaucoup plus bas et les taux de conversion aussi. C'est-à-dire que là, on va plutôt s'attendre à des taux de conversion qui sont, disons, 2 fois plus bas. Mais les clics vont être aussi beaucoup plus bas. Le coût du clic va être beaucoup plus bas. D'accord. Donc, quand tu parles du taux de conversion, c'est le taux de conversion sur la landing page. C'est ça. Ouais, qui va être plus bas. Ouais. Ok. Donc, on peut générer, en fonction du réseau qu'on actionne, du levier qu'on actionne, ça coûte plus ou moins cher, mais après, ça transforme plus ou moins. Donc, au final, le coût du lead est à peu près pareil. Je dirais pas que ça coûte plus ou moins cher, c'est à peu près les mêmes coûts d'acquisition. C'est juste que les métriques sont différentes. Les taux de clic ou les taux de conversion vont être différents si on parle de search ou de display. Donc, c'est plutôt ces métriques-là qui sont variables, en fait. Okay. Les coûts d'acquisition sont très proches. D'accord.
Est-ce que tu veux nous parler un peu plus là, de ces leviers là, que tu manipules? Bah ouais, moi, enfin, l'idée, c'est quand même de faire le focus plutôt, pas sur les réseaux de recherche, parce que c'est quand même effectivement c'est la foire d'empoigne, hein, comme on dit. Tout le monde s'y retrouve et tout le monde s'y fait concurrence de manière très acharnée. Donc l'idée, et c'est bien ce qu'a compris d'ailleurs, en particulier Google, hein, ce qu'ils ont compris, c'est qu'il fallait réussir à créer de nouveaux réseaux et pouvoir en quelque sorte avoir des solutions qui permettent justement d'exploiter le réseau de recherche sans y être. Donc ça, c'est des nouvelles solutions qui... Oui, c'est un peu tordu, mais ils sont très intelligents d'un point de vue marketing, ils sont vraiment très intelligents. C'est-à-dire que tu peux exploiter aujourd'hui, depuis quelques mois, je dirais, c'est des solutions qui sont passées en bêta d'abord et qui maintenant sont accessibles, je pense, à l'essentiel des annonceurs. Tu peux exploiter ce qu'on appelle des audiences d'internautes qui ont fait des recherches sur google.fr au cours des 7 derniers jours, mais tu ne vas pas les exploiter donc sur le moteur de recherche google.fr, tu vas les exploiter sur YouTube, par exemple, ou sur Gmail. C'est-à-dire que c'est une façon de déporter une audience de gens qui sont des intentionnistes, comme disait Kitty, c'est-à-dire les gens qui ont le plus d'appétence pour ton offre parce qu'ils ont fait une recherche, mais de ne pas les exploiter de manière, comment dire, ne pas les exploiter sur l'autre de recherche qui est très concurrentielle. Ok, et ça, c'est quoi? C'est-à-dire que je fais de la pub sur YouTube, sur des intentionnistes, moteurs de recherche Google. C'est ça. Et sur Gmail, c'est possible aujourd'hui aussi. Donc, c'est une solution qui est assez récente et qui permet, si tu veux, de sortir en fait de cette concurrence incroyable qu'il y a sur les autres recherches. Et ça s'appelle comment ça? Elle a un nom, cette solution-là? Custom Intent Audience. Custom Intent Audience. Et c'est très efficace et c'est vraiment redoutable. Ça, tu utilises et tu te dis ça marche vraiment bien. Ça marche extrêmement bien. Ça veut dire qu'il faut faire des pubs vidéo ou pour YouTube, évidemment, il faut des vidéos. Donc ça, Kitty l'évoquait un petit peu. C'est vrai que ça nécessite un petit investissement, bien que sur la défi, que moi, l'expérience que j'en ai, c'est qu'effectivement, c'est plutôt des vidéos paperboard, c'est-à-dire des vidéos où il y a une personne devant un paperboard qui explique les mécaniques de la Pinel, par exemple. Donc, un acteur ou même un salarié, par exemple. C'est des ressources assez simples à trouver et ça ne demande pas de grande mise en scène. Donc, c'est pas forcément très coûteux. Donc, ça, c'est ce qui marche le mieux. Et en termes de coût en termes de coût, je pense que c'est effectivement ce que disait Kitty, c'est quelques milliers d'euros pour produire une vidéo de cet ordre-là. Ouais, ok. Et puis après, pour Gmail, il suffit de quelques bannières très simples, assez basiques. Donc là, c'est des coûts quasiment pas de coûts particuliers. Généralement, c'est toi qui les produis, ces vidéos, ces bannières, etc., ou c'est les clients? Alors nous, on est une agence d'achat d'espace, donc on fait de la perf. Donc notre métier, c'est de faire de l'achat d'espace à la perf, c'est de maîtriser les outils comme Google Ads et Facebook Ads. Donc notre métier, c'est pas de produire des vidéos, effectivement. Donc on fait souvent. Alors soit c'est l'annonceur qui a des ressources, qui connaît des ressources et qui fait appel à elles. Soit on peut mettre en relation avec des gens qu'on connaît et qui font ça de manière très efficace. D'accord. Donc, ok. Donc vous êtes facilitateur là-dessus. Et en termes de volume, donc tu disais 3000, quand tu parlais de 3000 leads, ça c'était sur AdWords, alors 3000 leads, c'était aussi sur... Alors ça a inclus, dans cette fourchette de coûts d'acquisition, donc entre 40 et 60 euros lead net, enfin lead cible, ça incluait aussi des actions qu'on mène sur YouTube ou sur Gmail. D'accord. Donc en fait, toi tu recommandes d'être multi-levier en fait. C'est là qu'on a le plus de réussite parce que sur ces réseaux-là, qui sont quand même beaucoup moins concurrentiels, on va pouvoir aller trouver du volume moins cher, ce qui va par exemple nous permettre de pousser davantage notre visibilité, quitte à payer un lead plus cher sur le réseau de recherche. Voilà, donc après c'est une espèce de mayonnaise, notre sauce interne pour lisser un coût d'acquisition global. Et donc oui, il faut activer. Après, on peut les isoler, bien sûr, mais c'est moins dynamique, en termes de volumétrie, c'est moins dynamique. D'accord. Ok, donc il faut, toi tu te dis, il vaut mieux avoir quand même plusieurs leviers. Non.
pour faire un mix de prix de génération de Non, leads. c'est pas impératif, mais disons que ça va. Enfin, c'est une réponse souvent pour des annonceurs qui veulent le plus de volume possible et qui sont en recherche de volume permanente, en fait. Donc, effectivement, c'est la réponse. Après, pour des acteurs qui sont pas en recherche de volume, enfin, de croissance de volume permanent, on peut tout à fait arbitrer pour l'un ou l'autre des réseaux. Et tu penses que quelqu'un qui... donc moi, à nouveau, je suis un conseiller en gestion de patrimoine tout seul. Je veux le faire tout seul. C'est possible? Tu me recommandes ça? Alors, ça dépend, en Qu'est-ce que fait. tu me recommandes de faire? L'écueil principal, en fait, c'est quand même pas mal la volumétrie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes ces plateformes d'achat d'espace, Facebook et Google en priorité, ont développé des solutions de ce qu'on appelle le machine learning, c'est-à-dire l'apprentissage automatique et algorithmique pour placer des enchères en particulier. Et ces solutions-là sont très efficaces. Enfin, là où elles sont les plus efficaces, c'est quand il y a de la volumétrie. Donc c'est évident que plus... Ouais. Alors attends, juste, moi je crée une campagne, tu dis qu'il faut que je laisse Google enchérir pour mes campagnes Ouais. avec le machine learning qu'ils ont mis en place. Et c'est ça qui va être efficace, mais pour que ce soit efficace, il faut que j'ai du volume. C'est pas tant donc une je question de dépense dépense, mais une quand même question de volumétrie suffisamment, d'audience, en c'est fait. ça? C'est-à-dire qu'il faut avoir une volumétrie d'audience. C'est-à-dire, en gros, ça, c'est beaucoup lié à la géolocalisation, hein. Sur la Pinel, pourquoi ça coûte cher la Pinel en réseau de recherche? Parce que il y a finalement pas tant de recherche que ça par rapport à d'autres marchés et qu'il y a beaucoup d'acteurs. Donc, ils font monter les prix. Donc, Ouais. du coup, pourquoi je disais ça? Alors c'est quoi le budget minimum qu'il faudrait que je dépense pour que j'ai une chance que ça fonctionne C'est assez difficile. C'est assez difficile à dire, mais par mois? je dirais qu'en dessous de 2500 €, c'est un peu illusoire. Voilà. Ouais. Ok, donc t'as un Kitty disait 2000, hein, toi tu dis 2005, ça a l'air d'être vraiment le budget Ouais. de base si on veut avoir une chance Oui, c'est sûr. de faire un Il faut un peu test de- significatif, quoi. Bah, en Il y a du fait, volume il y a sur les LMP quasiment, aussi? enfin, si on cible un coût d'acquisition tel qu'on l'évoquait, c'est-à-dire 40 à 60, il y a quasiment plus de volume sur LMNP que sur Pinel, en fait. Ouais, Bah, sur le réseau de recherche, oui, parce qu'en fait, il y a quand même mais beaucoup moins non. de concurrence. Enfin, nous, on arrive à faire plus de volume sur LMNP que sur Pinel. Combien t'en fais? Alors, je vais donner un ordre de grandeur, je vais pas te dire combien, parce que j'ai pas le chiffre en tête, mais non, mais je pense que c'est Vas-y. 60-40 sur 100. Je parle sur un coût d'acquisition cible, hein, c'est-à-dire sur un coût d'acquisition ISO. On va être à 60-40. Ok. Ce qui est assez. Ok, donc à 50 € le lead, Sur LMNP, tu vas faire 60% ouais. Il y a moins de de concurrence. volume Il y a sur le aussi plus de LMNP. sémantiques, je pense, qui sont. Parce Ok. qu'il y a tout ce qui est résidence étudiante, il y a tout ce qui est résidence senior. Voilà. Ouais. Donc voilà, là, Ouais, ça il y a tous les permet quand types même de faire de plus résidences. de prospective, un peu de faire de. Ça génère, ouais. Sur un CPA équivalent, sur un coût d'acquisition équivalent, on peut aller en chercher plus. Ouais. Ok. Là, tu penses que la qualité de la vidéo Oui, joue la qualité beaucoup ou joue, je pense. pas? Ouais. Je pense qu'il faut quand même que ça soit des acteurs. Attends, quand je parle de qualité, je dis Non, pas non, mais la je prends. qualité de l'image, hein. Je dis, est-ce que ça va être Ouais, ouais. tu vois, les messages sont bons, Ouais, l'acteur ouais, est il faut que ce bon, ou soit la un personne qui est il faut filmée que ce est soit un bonne. acteur. Enfin, Tu peux pas. Ouais, je pense. Ouais. Ou d'accord. quelqu'un. Ah oui, toi Ouais. tu dis, il faut que ce soit un acteur. Je peux pas le faire. Je dis, moi, je me filme ou je filme un de mes petits camarades Je qui a pense qu'il faut dit que ce soit OK assez pour être léché quand même. filmé. Ça va pas le faire. Ça peut pas être fait peut pas faire ça dans Ok. sa cuisine. Donc toi, tu as vu. C'est pas... D'accord. Ok. Et puis sinon, D'accord. il y avait un autre sujet aussi que je voulais aborder, c'était Ouais. un nouveau réseau qui vient de sortir chez Google dans leur écosystème. Donc il y avait Gmail et YouTube. Il y a un autre réseau qui s'appelle Discovery, qui vient de sortir là, il y a 2 Ouais, mois et c'est qui quoi? permet, pareil, c'est toujours le même sujet, c'est d'essayer de sortir de la concurrence effrénée qu'il y a sur Google en réseau de recherche. Et si vous avez un mobile Android et que vous allez sur vous avez normalement un petit logo Google. Enfin, je vais vous montrer ce que j'ai de mon côté.
sais pas si vous allez le voir. Ouais. Je sais pas si on va bien voir. Ok, Ouais, ouais, c'est on sur voit toute toutes vidéo. tes applis là. Et c'est le logo Google. Non, c'est pas celui-là, c'est le On en voit en tout logo qui cas. présente. Non, c'est le logo qui présente les. Chrome? C'est le logo qui Ah, on présente voit les plus actus rien. Google, en fait. C'est les actus qu'ils agrègent, en fait, de la presse quotidienne. Ok, Voilà. donc Et les là-dedans, news ils sont en train Google. d'en faire un réseau publicitaire, en fait. Et c'est encore en bêta, je pense, mais il y a très peu d'annonceurs dessus. Il commence à y avoir pas mal de volumétrie d'audience. Et donc, c'est un sujet qu'on pousse beaucoup aujourd'hui, parce que justement, c'est un nouveau réseau et sur lequel il y a très peu de concurrence. D'accord, donc tu dis ils sont en train de C'est faire pas- une plateforme de news et c'est sur ça. Ils sont en ça, train, ils mettent aussi ils de sont en la train de pub. monétiser cette plateforme qui existe déjà depuis assez longtemps. Et donc, en fait, si tu veux, c'est un nouvel écosystème. Enfin, ça fait partie de l'écosystème Google, mais c'est un D'accord. nouveau réseau. Et comme il y a encore, et en général, chez Google, ces Ok. réseaux-là, enfin, ces solutions sortent en bêta. Donc là, aujourd'hui, il y a encore très peu d'annonceurs. Donc, du coup, c'est des opportunités d'aller chercher du lead Hmm. à bon prix. Voilà, c'est des occasions à saisir, quoi. Discovery. Ok. Donc ça s'appelle Discovery. D'accord. Et Et on vous, en fait vous, déjà. vous en faites déjà des leads là-dessus. Vous êtes déjà dans l'avenir. C'est beau. David, alors, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des questions pour David? J'ai une question que j'ai pas forcément bien compris, mais je pense qu'il y a une question sur la sémantique de Johan Tortig, si vous voulez reposer votre question sur les fausses recherches sur le LMNP dans l'ancien. Il me demande combien de fausses recherches sur le LMNP dans l'ancien. Et je pense que c'est lié au fait de bien cibler ou pas l'univers sémantique quand tu fais de la pub, notamment AdWords. Est-ce que c'est comment tu gères ça? Comment tu crées tes univers sémantiques sur lesquels tu vas annoncer quand tu fais du Ah, comment on les AdWords? crée euh, Pour éviter d'attendre des gens qui, en fait, sont pas du tout intéressés par le LMNP ou par le neuf, Là, mais on veulent va faire acheter dans ouais, l'ancien. de manière Tu générale, on va enfin, ouais, travailler ce qu'on en faire. appelle on va analyser les requêtes de recherche, précisément, c'est-à-dire ce qu'ont tapé les gens, et on va travailler par exclusion. C'est-à-dire qu'on va exclure les termes qui ne sont pas adaptés ou pas dans la cible. Et, bon, et l'autre sujet, c'est de travailler sur des annonces qui sont suffisamment pertinentes pour que l'internaute ait bien conscience de là où il clique. C'est un peu ce que disait Kitty aussi, donc c'est bien avoir des annonces qui sont suffisamment claires pour lui faire comprendre que c'est pas de l'ancien, mais que c'est que du neuf. Les exclusions, les annonces, et puis ce qu'on appelle les correspondances aussi sur Google, c'est-à-dire travailler sur des mots-clés sur le réseau de recherche, des mots-clés par exemple exacts ou en expression, où il n'y a pas de place pour l'erreur. Parce on va se positionner sur des mots-clés très précis. Ça marche. Donc, il y a effectivement, quand on fait de l'AdWords, il y a tous ces aspects sémantiques, texte des annonces, Voilà, et c'est est-ce ça. que tu es en large ou en exact, des choses comme ça à bien gérer. Toi, tu fais aussi de la qualification de lead ou Ce qu'on envoie, c'est du t'envoies lead du net, en lead brut? l'occurrence, du lead cible. Non, c'est Ouais, pas mais du tu veux lead. dire, tu les appelles pas au téléphone. Après, on Donc, vous peut faites faire juste la aussi un génération. travail, il y a des solutions maintenant qui existent sur Facebook, sur Google, sur Bing, qui permettent de remonter des éléments de qualification qui ont été réalisés offline. On le fait beaucoup, ça. C'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, un rendez-vous, par exemple, Attends, un R1 qui aurait été pris au téléphone c'est quoi? par l'annonceur. Donc l'annonceur reçoit un lead net Ouais. qui est dans son scoring. Il va ensuite le contacter par téléphone. S'il a un CRM qui est suffisamment bien structuré, pas de manière très, très importante, hein, mais suffisamment un peu malléable, disons, on va pouvoir, je crois que c'est à peu près même pas une demi-journée de travail pour un développeur. On va pouvoir plugger en fait son CRM avec la plateforme et de manière automatisée remonter Mhm. dans la plateforme Google Ads ou sur Facebook Ads l'indication qu'un rendez-vous a été pris sur tel lead. Donc sur une action qui a été faite au téléphone. Et donc, Ok, tu as le oui, droit de complètement. faire ça pour le Oui. RGPD? Non, il n'y a pas, pas de souci. Ouais. Oui, parce que
En fait, ça informe Google, mais c'est juste une information numérique. Tu peux pas l'utiliser. Il n'y a pas de... Ouais, c'est un identifiant. Mais sauf c'est un identifiant. C'est un identifiant qui permet de remonter sur les plateformes un indicateur de qualité qui est réalisé offline et qui est hyper pertinent. Donc ça va être, pour nous, ça va être des indicateurs aussi qui vont nous permettre d'optimiser les choses, enfin les campagnes, pour aller chercher encore plus de qualité. Ouais, parce que tu peux cibler les campagnes qui marchent le mieux en taux de transfo final, pas juste en lead, mais en rendez-vous, quoi. Et ça joue beaucoup sur la qualité des campagnes à la fin? Ça, c'est très important. Ouais, donc ça, c'est important. Alors, j'ai une question de M. Belaïch. Bonjour, M. Belaïch. Qui me demande si tu vends des leads et si tu peux le cibler sur le 75, par exemple. Est-ce que tu peux, s'il vient de voir, parce qu'il travaille surtout sur l'Île-de-France, et il peut acheter des leads chez toi ou pas? On peut gérer des campagnes pour lui. Mais on fait pas, voilà, nous, on n'est pas comme Finanzen, on ne fait pas de l'affiliation, c'est-à-dire qu'on ne vend pas du lead à un prix donné. C'est-à-dire que, disons que notre travail, c'est aussi de conseiller les annonceurs pour améliorer leur tunnel de conversion, donc améliorer le taux de conversion, améliorer la promesse sur le site, enfin voilà, faire en sorte que le taux de conversion soit maximum. Ça fait partie de notre travail. Mais on ne vend pas un lead à un prix donné ou préétabli. C'est-à-dire que c'est une collaboration. Le résultat sont les fruits d'une collaboration. Ouais. D'ailleurs, t'es payé comment? Sur le montant du budget engagé. Et c'est un pourcentage qui est dégressif. D'accord. C'est en fonction du budget engagé. C'est en fonction de mon budget, c'est ça? Et qui sera géré en fonction. J'imagine, je dépense, 10 000 euros dans le mois. Ça va me coûter combien? Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les equities, c'est que notre travail, c'est d'optimiser les choses de manière à atteindre les meilleurs résultats. Donc, en fait, notre travail, normalement, ces 15%-là sont absorbés par l'expertise qu'on va déployer, globalement. C'est-à-dire que c'est un peu le principe. D'accord. Tes pourcentages de com, ça dépend donc du budget, il se pose sur le budget et il commence à 15%, c'est ça? Je crois qu'en dessous de 5 000, on est à 20%. Parce que le temps qu'on y passe pour 5 000 ou pour 10 000 va être le même. Donc, bon. Comment? C'est dégressif en fonction du montant. À tranche de 10 000 après. D'accord. Il y a un budget minimum pour faire appel à tes services ou pas? Disons qu'on a un forfait minimum de 500 €. Donc, non, il n'y a pas de budget minimum, mais disons que il faut souvent plutôt un minimum de, puisqu'on disait tout à l'heure, il faut un minimum de budget pour espérer avoir des résultats. Donc, ouais. Et toi, tu as dit 2500 € par mois, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Il faut quand même être prêt à dépenser au moins 2500 € par mois. D'itération avec le client pour améliorer les taux de conversion, améliorer les CTA. Enfin, voilà, c'est un vrai travail de fond. Okay. Donc Martin Denis insiste sur le RGPD. Martin, rassurez-vous, il n'y a pas de problème de RGPD lorsque on remonte ces informations dans Google, puisque ce ne sont pas les coordonnées du client, ce sont des identifiants qui permettent de les relier aux campagnes. Tu as un moyen de le rassurer plus que ça? C'est plutôt quand les gens vont se qualifier sur un site. Donc, c'est plutôt au moment de la qualification sur le site, c'est-à-dire que quand quelqu'un va remplir un formulaire, c'est à ce moment-là que la RGPD, c'est le sujet de la RGPD, c'est au moment de la qualification. Donc, c'est plutôt au niveau de l'annonceur et du site de l'annonceur que se pose cette question-là. D'accord. Donc, oui, c'est vraiment dans les soutes techniques, il n'y a pas de sujet a priori. Toi, tu as le même avis que Kitty sur la tendance du marché post-Covid? Ouais, j'ai entendu ce qu'il disait. Là, ça repart super. Un gros sujet sur tout ce qui est SIA, c'est la pression concurrentielle. Et là, il est clair et net que la pression concurrentielle a beaucoup baissé. Je pense qu'il y a encore très peu d'acteurs qui se sont repositionnés. Donc, c'est pour ça qu'il y a des opportunités. Mais, enfin, de mon point de vue, je pense que les opportunités, il y a moins de recherche, je pense qu'il y a moins de recherche, mais il y a aussi beaucoup moins de pression. Et je pense qu'il y a encore moins de pression, enfin, la baisse de la pression est très importante.
la baisse de recherche est peut-être un peu moins importante, donc du coup, D'accord. effectivement, il y a des opportunités, c'est vrai. Et tu as déjà vu une petite reprise ou pas? Ou c'est trop tôt C'est un encore? peu trop tôt, mais on l'a déjà constaté, ouais. Et sur certains autres marchés, on a D'accord. fait des mois records, là, sur des marchés sur des marchés très différents, enfin, qui n'ont pas forcément Ah un lien ouais? avec l'immobilier, hein. Les 2 mois qui nous passés ont été des mois records, D'accord. bah, pour les raisons que je viens d'évoquer, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'annonceurs qui se sont dépositionnés et voilà. Pour ceux qui sont Ouais. restés, parfois, on a eu des très, très belles surprises. Bon, après, il faut avoir les moyens de faire de la Aussi. transfo probablement Bah, un sur peu le marché à du ouais. distance pour que Ouais, sur ce effectivement. marché-là, c'est sûr, ouais. Ouais. Ok. J'ai une question de Pierre Maltête qui demande combien de leads qualifiés on peut espérer avec un Et ben, investissement de 2500 2500 € euros par mois. divisé par, disons 50. Voilà, ça fait, Ouais. Ok. Donc après, ouais, toi, tu vises 50 encore une euros le fois, lead cible, ça quoi. va dépendre beaucoup du site, qu'on va utiliser. Mais c'est encore une Et alors, qu'est-ce que tu recommandes sur le site? C'est quoi les sites que tu as vu bien ah marcher bah, sur Kitty, aurait pu en parler l'investissement beaucoup parce que le métier immobilier? de Kitty, c'est justement de faire marcher des sites, en termes de transfo, hein, donc enfin, entre autres. T'as pas trop Bah, si, non, mais les recos sur le de marché de la recos difficile, là-dessus elles sont à connues, nous. reconnues, rebattues. Je pense que c'est des call to action qui sont basés sur, une sorte de simulation gratuite avec un guide offert, c'est ce qui se fait le plus. Il faut effectivement après que le parcours de l'internaute au niveau du formulaire soit le plus en termes d'utilisation, soit le plus fluide possible, le plus rapide, le plus simple. Voilà. Ok. Bah, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? C'est bon? On libère David. Merci Mathieu, merci à David, tous. merci beaucoup pour ce ce partage. Je vous dis à demain pour ceux qui veulent voir la suite. Donc, bonne fin Au d'après-midi revoir. et à très bientôt. Au revoir. Salut.